Il y avait une règle non écrite dans les bureaux du groupe Delacroix. Une règle que personne n'avait jamais prononcée à voix haute, mais que tout le monde connaissait par cœur. Quand Richard Delacroix entrait dans un établissement pour l'inspection mensuelle, on rangeait les sourires, on vérifiait les angles des serviettes pliées et on priait pour que rien ne soit de travers. Un homme de 43 ans qui n'avait pas pleuré depuis l'âge de 15 ans, fondateur d'une chaîne de 8 hôtels boutiques à Paris, avec un chiffre d'affaires annuel de 15,2 millions d'euros, ne tolérait pas l'approximation. Il ne tolérait pas grand-chose, en réalité. Il avait bâti un patrimoine de 32 millions d'euros à la force de la discipline et d'un détachement émotionnel si profond que son ex-femme, en signant les papiers du divorce il y avait 4 ans, avait dit avec une tristesse dépourvue de colère « Tu n'as plus de cœur, Richard. Je ne sais même pas si tu en as jamais vraiment eu un. » Il avait hoché la tête, plié le document en deux et appelé son avocat dans la voiture avant même de sortir du parking du cabinet notarial. Ce matin-là, ce mardi d'août où tout allait changer, sans qu'il le sache encore, Richard Delacroix traversa les portes vitrées du Grand Café Delacroix à 9h42. Le café occupait le rez-de-chaussée de son hôtel dans le 8e arrondissement. Une salle de 42 couverts avec des banquettes en velours bordeaux. Des lustres en verre soufflés qui tamisaient la lumière du matin en reflets ambrés. Et des fenêtres donnant sur une rue pavée où les platanes commençaient tout juste à laisser passer les premiers rayons de l'été. L'endroit avait été conçu pour donner aux clients l'impression d'être dans un appartement bourgeois des années 30, chaleureux et précis à la fois. Richard l'avait voulu ainsi. Il avait choisi personnellement chaque détail, du carrelage en tomette ocre au grain du bois des tablettes de fenêtre. Et pourtant, quand il pénétrait dans la salle pour l'inspection, il ne regardait rien de tout cela. Il regardait les failles. Il portait ce matin-là un costume gris anthracite, chemise blanche, pas de cravate, sa seule concession à l'été. Il tenait une tablette sous le bras gauche et marchait avec cette économie de mouvement qui lui était caractéristique, comme si chaque pas avait été calculé d'avance pour ne pas consommer d'énergie inutile. Marc Vidal, le directeur du café, l'attendait debout près de l'entrée de la cuisine, avec le sourire crispé de quelqu'un qui a vérifié ses listes 3 fois depuis 6 heures du matin. « Monsieur Delacroix, bonjour. Tout est prêt pour... » Richard leva une main légèrement et Marc se tut. Ce n'était pas de l'arrogance, ou du moins Richard ne le vivait pas ainsi. C'était de l'efficacité. Les palabres ne changeaient pas l'état d'un établissement. Seul ce qu'on voyait comptait. Il commença par le fond de la salle, comme toujours. Les serviettes, les couverts, l'alignement des verres. Il vérifia l'état des banquettes, passa un doigt discret sous l'arête d'une tablette, propre. La cuisine passa l'inspection en 19 minutes. Les températures de conservation, la rotation des stocks, l'état des plans de travail, correct. Il revint dans la salle principale au moment où les premiers clients du déjeuner commençaient à arriver, et c'est là qu'il la vit. Pas Sophie Martin en particulier. Il ne connaissait pas son nom, ne connaissait pas son visage, autrement que comme une silhouette en tablier blanc dans un établissement qu'il possédait. Il la vit en tant que fonctionnement, en tant qu'élément d'un système. Une femme de 35 ans, cheveux châtains attachés en chignon bas, qui portait 2 assiettes dans la main gauche et guidait un client vers une table avec l'autre, souriant avec cette légèreté professionnelle que donne 4 années à tenir 11 tables seul le midi. Ce qu'il vit ensuite, c'est la coupe, la flûte à eau posée sur la table 7, celle du coin fenêtre, qui portait encore l'empreinte d'un rouge à lèvres du service précédent. Un demi-cercle rosé sur le bord du verre, parfaitement visible dans la lumière du matin. Richard s'arrêta. Quelque chose en lui se contracta. Pas de colère précisément, plutôt l'activation d'un réflexe ancien, la même chose qui se déclenchait quand une ligne de chiffres ne s'équilibrait pas. Il prit la flûte entre le pouce et l'index, la tint à hauteur des yeux, et attendit que Sophie Martin repasse à proximité. « Madame ». Sa voix était parfaitement modulée, ni criée ni murmurée, simplement portée pour être entendue de ceux qui se trouvaient dans le périmètre immédiat, c'est-à-dire de la moitié de la salle. Sophie s'arrêta et se retourna. Elle vit le verre, elle vit son expression. Elle comprit en une fraction de seconde ce qui allait se passer, et quelque chose dans ses épaules se modifia imperceptiblement.
une tension invisible que seul quelqu'un qui la connaissait depuis des années aurait pu déceler. « Oui, monsieur ». Sa voix était stable. Richard posa le verre sur la table avec un soin délibéré, comme on pose une pièce à conviction. « Ceci est une coupe avec une trace de rouge à lèvres d'un service précédent. Elle a été posée sur cette table pour un client. » Il marqua une pause, non pas pour effet, mais parce qu'il attendait que ce qu'il disait soit entendu dans toute sa dimension. « C'est une incompétence que je n'accepte pas. L'équipe de nettoyage fait un meilleur travail que vous en ce moment. Peut-être devriez-vous envisager de changer de fonction. » 21 personnes entendirent ces mots. 4 clients attablés, 7 membres du personnel présents dans la salle, Marc Vidal qui avait fermé les yeux une demi-seconde, 2 serveurs qui continuèrent à marcher comme si leurs jambes fonctionnaient de manière autonome. Sophie Martin resta debout, dos droit, les mains le long du corps, les yeux fixés sur un point légèrement au-dessus de l'épaule droite de Richard. Ce point précis sur le mur d'en face qu'on fixe quand on décide que les larmes n'ont pas le droit de descendre. Pas maintenant, pas ici, pas devant lui. Sa lèvre inférieure ne bougea pas. Ses mains ne tremblèrent pas. « Bien, monsieur, » dit-elle. 2 mots, et elle repartit vers la cuisine avec le verre dans la main. Dans le couloir du réfectoire du personnel, Chloé Martin, 8 ans, avait passé la matinée assise sur un banc en bois avec un cahier de dessin à couverture verte et une boîte de crayons. La rentrée scolaire n'était que dans 10 jours, et la dame qui gardait habituellement Chloé les mercredis et les périodes de vacances avait eu un empêchement familial. Sophie avait expliqué la situation à Marc la veille. Il avait dit que ce n'était pas idéal, mais qu'il ferait une exception pour ce matin seulement. Chloé était une enfant habituée aux exceptions, habituée aux arrangements précaires, habituée à comprendre des choses que les enfants de 8 ans ne devraient pas encore avoir à comprendre. Elle dessinait des papillons depuis 40 minutes avec le soin méticuleux de quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Des papillons aux ailes symétriques, coloriés en bleu et en orange, avec des antennes fines tracées au crayon gris. Elle avait entendu la voix avant de voir. Une voix d'homme, haute et précise, qui portait dans tout le couloir. Chloé avait posé son crayon. Elle s'était levée du banc sans bruit, en chaussettes, ses ballerines étaient reposées sous le banc, et elle avait avancé jusqu'à la porte entr'ouverte qui séparait le réfectoire du personnel du couloir, donnant sur la salle principale. Par la fente, elle voyait le dos de sa mère, ce dos droit, ses épaules qui ne bougeaient pas, et cet homme en costume gris qui tenait un verre comme s'il tenait une preuve. Chloé regarda. Elle ne bougea pas pendant les secondes où les mots furent prononcés. Elle ne bougea pas pendant les quelques secondes de silence qui suivirent. Puis sa mère repartit vers la cuisine avec le verre et la porte du couloir se referma doucement. Chloé resta immobile encore un moment, les yeux dans la direction où se trouvait maintenant cet homme. Puis elle enfila ses ballerines. Avec soin, méthodiquement, attachant le scratch de la gauche, puis celui de la droite. Elle prit son cahier, le posa sur le banc, et elle poussa la porte du réfectoire. Richard Delacroix notait quelque chose sur sa tablette quand il sentit quelque chose tirer sur sa manche gauche. Pas fort, insistant. Il baissa les yeux avec cette irritation réflexe de quelqu'un interrompu dans une tâche, prêt à signifier poliment mais fermement que ce n'était pas le moment. Il vit une petite fille. 1,20 m à peu près, cheveux châtains à hauteur d'épaule, robe à rayures bleues, légèrement froissée. Elle le regardait, pas avec la peur ou le déférence que les adultes lui adressèrent d'ordinaire, pas avec la curiosité timide que les enfants manifestent souvent face aux inconnus. Elle le regardait avec des yeux noirs, les mêmes yeux que sa mère, et dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni reproche calculé. Il y avait quelque chose de beaucoup plus difficile à soutenir que la colère. Il y avait une question. La salle était presque silencieuse. Les conversations s'étaient tues par cette transmission mystérieuse qui fait que les gens sentent avant de comprendre qu'un moment particulier est en train de se produire. Marc Vidal avait levé la tête. Les 2 serveurs s'étaient arrêtés. Les clients de la table 3 regardaient sans avoir l'air de regarder. Richard Delacroix, fondateur du groupe Delacroix, patrimoine de 32 millions d'euros, regardait une enfant de 8 ans qui tenait le tissu de son costume gris anthracite entre le pouce et l'index et qui ne lâchait pas son regard. Elle ouvrit la bouche.
Sa voix était ferme, sans hésitation, sans tremblement, sans aucune conscience apparente qu'elle était peut-être en train de faire quelque chose d'interdit. « Vous avez une maman ?» 3 mots. Richard Delacroix ne bougea pas. Dans la salle, personne ne bougea. Et puis quelque chose se passa en lui, quelque chose de silencieux et d'irrémédiable, comme une fissure dans une roche qu'on ne voit pas se former et qui cède soudainement sous le poids de ce qui s'est accumulé au-dessus pendant des années. Amélie Delacroix, sa mère, qui était morte un mardi d'août, exactement comme celui-là, qui avait travaillé 19 ans comme cuisinière de restaurant pour payer ses études, qui avait les mains rouges en hiver à force de laver les casseroles et qui lui apportait quand même sa tartine beurrée le matin avant qu'il parte à l'école, qui, dans les 38 derniers jours de sa vie, avait attendu dans une chambre d'hôpital aux murs couleur crème et qui avait reçu des nouvelles de lui par téléphone quand il appelait parce qu'il finalisait l'acquisition d'un hôtel à Lyon et qu'il ne pouvait pas maintenant, pas encore quelques jours, et il viendrait. Il était venu pour l'enterrement. 3 jours après, il était en réunion. Il n'avait jamais pleuré, pas une fois, pas au téléphone quand l'infirmière avait appelé, pas devant le cercueil, pas dans la voiture en rentrant du cimetière. Il avait plié le deuil comme on plie un document, et il l'avait rangé quelque part où il ne pouvait pas atteindre les planillas, les réunions, les lignes de chiffres qui ne mentaient jamais. « Vous avez une maman ?» La voix de la petite fille résonnait encore dans l'air de la salle, simple et absolue, et Richard Delacroix sentit les larmes venir avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour les arrêter. Elles vinrent comme quelque chose de physique, comme une pression qui cède, et il n'eut pas le temps de se retourner, pas le temps de sortir, pas le temps de composer ce visage de directeur général qui ne laissait rien passer. Les larmes descendirent sur ses joues en plein milieu du grand café Delacroix, devant les clients, devant le personnel, devant Marc Vidal, qui baissa la tête et ferma les yeux, pour la première fois en 28 ans. Il resta là 34 minutes, assis dans sa voiture garée dans le sous-sol du parking de l'hôtel, moteur éteint, main à plat sur ses cuisses, regardant le béton gris du mur en face de lui. 34 minutes sans téléphone, sans tablette, sans la moindre notification à laquelle répondre, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des années, peut-être depuis l'époque où il était encore étudiant et qu'il pouvait passer une après-midi entière sans que personne ne le cherche. Le parking sentait l'huile de moteur et l'air conditionné mal filtré. Les néons au plafond bourdonnaient faiblement. C'était un endroit absolument dépourvu de charme, et pourtant il ne trouva pas la force de démarrer. Il pensait à Amélie, pas à la mort d'Amélie, pas à l'enterrement, pas à la procédure administrative qu'avait représenté le règlement de sa succession. Il pensait à elle vivante, à ses mains dans la farine un samedi matin de novembre, quand elle faisait des crêpes et chantonnait quelque chose qu'il ne reconnaissait jamais. À l'odeur de son appartement à Montreuil, ce mélange de café et de linge propre et d'un parfum de lilas qu'elle achetait en flacon de 2 € au supermarché du coin. À la façon qu'elle avait de prononcer son prénom, Richard, en détachant les 2 syllabes avec cette petite montée sur la deuxième qui voulait dire à la fois « viens manger » et « je t'ai vu » et « tu m'appartiens encore un peu ». Il ne savait plus depuis quand il n'avait pas pensé à ces choses. Il savait seulement que ça faisait très longtemps, et que maintenant qu'il y pensait, c'était insupportable et nécessaire à la fois, comme appuyé sur une blessure qu'on avait ignorée trop longtemps. Une enfant de 8 ans lui avait posé 3 mots, et avait défait 28 années de verrouillage en moins de 5 secondes. Il n'arrivait pas à décider si c'était humiliant ou si c'était la chose la plus honnête qui lui fût arrivée depuis très très longtemps. Il remonta dans son appartement de l'avenue Montaigne à 22 heures. La cuisine était propre et froide, comme toujours. Il n'y avait rien dans le réfrigérateur d'autre qu'une bouteille d'eau minérale, un reste de fromage dans du papier d'aluminium et 2 yaourts dont la date de péremption était dépassée de 3 jours. Il s'assit à la table de la salle à manger, qui ne servait jamais à manger, et il ouvrit son téléphone. Il avait 17 messages non lus, 4 appels manqués de Henri Morel, son associé, et un email de son assistante avec en objet « Votre emploi du temps de demain » à confirmer avant 20 heures. Il posa le téléphone face vers le bas sur la table.
Il resta assis dans le silence de cet appartement de 180 mètres carrés jusqu'à minuit passé, et pour la première fois depuis 6 mois, il n'essaya pas d'occuper le silence avec du travail. Le lendemain matin, un mercredi, Richard Delacroix arriva au Grand Café de la Croix à 7h30. Le service ne commençait qu'à 8h. Il était là avant les clients, avant le coup de feu, avant que la salle soit tout à fait en place. Marc Vidal, qui avait vu arriver son patron avec cette même expression compacte et indéchiffrable que d'habitude, s'avança vers lui avec son sourire de directeur prêt à gérer n'importe quelle situation. Richard l'arrêta d'un geste et lui demanda de faire venir Sophie Martin dans la salle principale. Pas dans le bureau du fond, pas dans la salle de réunion du premier étage, dans la salle principale, au rez-de-chaussée, devant les mêmes tables et les mêmes lustres en verre soufflés. Sophie arriva 2 minutes plus tard. Elle portait déjà son tablier blanc. Ses cheveux étaient attachés. Elle s'approcha de Richard avec cette posture droite qui était la sienne, ce refus permanent de se faire plus petite qu'elle était, et le regarda sans détourner les yeux. Plusieurs de ses collègues commençaient à arriver pour le service, passant par l'entrée du personnel, s'arrêtant imperceptiblement quand ils comprenaient la scène. Richard attendit que 3 ou 4 d'entre eux soient présents. Pas par calcul théâtral, mais parce que ce qu'il avait dit la veille avait été dit en public et que ce qu'il avait à dire maintenant devait l'être dans les mêmes conditions. Madame Martin. Sa voix était audible, posée, sans emphase particulière mais sans la dureté de la veille. Ce que j'ai dit hier était disproportionné et injuste. Un verre mal rincé dans un service où vous gériez seul 11 tables ne justifiait pas ce que j'ai dit, ni la façon dont je l'ai dit. Il marqua une pause d'1 seconde, pas pour ménager ses effets, mais parce que la phrase suivante lui coûtait quelque chose de réel. « Je vous présente mes excuses. » Sophie Martin le regarda pendant ce qui parut être un temps assez long. Elle ne rougit pas, ne sourit pas avec soulagement, ne fit aucun de ces gestes de réconciliation immédiate que les gens produisent parfois quand une tension trop forte se relâche. Son visage était calme, simplement calme, avec quelque chose dedans qui évaluait la sincérité de ce qu'il venait de dire et prenait le temps de lui donner une réponse exacte plutôt qu'une réponse commode. « C'est entendu, monsieur », dit-elle enfin. Pas « c'est oublié », pas « ce n'est rien », c'est entendu. 2 mots qui signifiaient qu'elle avait compris, qu'elle avait enregistré et que la suite dépendrait de ce qui viendrait après. Richard hocha la tête et quitta le café. Dans la rue, l'air de Paris, ce matin-là, sentait la pluie récente sur le pavé chaud, ce mélange particulier d'été et de pierres mouillées qui n'existe que dans certaines rues du 8e arrondissement quand le soleil revient après une averse nocturne. Il marcha jusqu'à sa voiture sans se presser. Il ne savait pas encore exactement ce qui s'était passé en lui depuis la veille, ni ce que cela signifiait pour la suite. Il savait seulement qu'il avait dit une chose vraie et que ça n'était pas un geste managérial, pas une précaution juridique, pas une stratégie de relations humaines. C'était simplement vrai. Et il n'était pas certain de savoir depuis quand il n'avait pas dit quelque chose de simplement vrai à quelqu'un qui ne lui devait rien. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans ses habitudes sans qu'il en prît une décision consciente. Il commença à déjeuner au Grand Café. Pas à l'étage, dans la salle de réception où il recevait parfois des partenaires, mais au rez-de-chaussée, à la table du coin-fenêtre, la table 7, celle-là même où se trouvait le verre mardi matin. Il ne fit pas de demande particulière au premier service. C'est seulement au 3e déjeuner que Marc, comprenant sans qu'on lui explique, dirigea Sophie Martin vers cette table. Elle prit sa commande avec le même professionnalisme qu'avec n'importe quel client, et Richard commanda un tartare de saumon et un verre d'eau sans chercher à engager la conversation. Mais quand elle revint poser son assiette et qu'elle demanda si tout était à sa convenance, il répondit « Oui, merci » et ajouta après un temps « Votre fille, elle va bien ?» Sophie s'arrêta. Ce n'était pas la question qu'elle attendait. « Oui, dit-elle, elle va bien. » Il hocha la tête et baissa les yeux vers son assiette. Elle repartit vers une autre table. C'était tout. Mais le lendemain, il revint. Et le surlendemain, et la semaine d'après, et quelque chose dans ses déjeuners silencieux et réguliers.
dans cette présence qui ne demandait rien et ne s'imposait pas, commença à modifier légèrement la façon dont Sophie répondait à ses questions. Pas avec moins de distance, mais avec moins de méfiance. Il y a une différence entre les deux, et Sophie Martin, qui avait appris à les distinguer à force de vivre parmi des gens qui pouvaient vous être indifférents ou utiles, mais rarement simplement présents, la percevait clairement. Un mardi, à la fin du service du déjeuner, alors que la salle s'était vidée et qu'il terminait un café, elle s'approcha pour débarrasser la table et il lui demanda, sans préambule, « Votre cours du mercredi soir, c'est dans quel établissement ?» Elle posa les tasses dans le plateau et le regarda. « Comment vous savez pour le cours ?» Il haussa légèrement les épaules. « Marc m'a dit que vous étiez parfois en retard le jeudi matin à cause du trajet. » Ce n'était pas une justification suffisante et ils le savaient tous les deux. Sophie choisit de ne pas le relever. Université Paris-Est, gestion de la restauration et hôtellerie. Il hocha la tête lentement, comme quelqu'un qui note mentalement une information. C'est un bon programme. Elle le regarda encore une seconde, puis elle dit « Ça dépend des gens qui l'enseignent », prit son plateau et repartit vers la cuisine. Ce soir-là, dans son appartement de l'avenue Montaigne, Richard Delacroix sourit pour la première fois, depuis un moment qu'il n'aurait pas su dater avec précision. Ce n'était pas un grand sourire. C'était petit, involontaire, le genre de sourire qu'on réprime à moitié parce qu'on n'est pas encore certain d'en avoir le droit. Il l'avait à peine remarqué lui-même, mais il était réel. Les semaines passèrent avec cette lenteur particulière des choses qui se construisent honnêtement, sans précipitation ni artifice. Richard déjeunait au Grand Café 3 à 4 fois par semaine. Les échanges avec Sophie restaient courts, pris entre deux services, entre deux tables, toujours dans ce contexte de mouvement et de bruit discret propre à un restaurant en activité. Mais il s'allongeait imperceptiblement, gagnant une phrase, puis deux, puis une question qui appelait une vraie réponse. Elle lui parla de Chloé, de son obsession pour les papillons depuis qu'elle en avait vu un bleu électrique dans le jardin des plantes il y avait 2 ans, de ses questions incessantes sur le fonctionnement des ailes, de sa façon d'organiser ses dessins par couleur avant de les coller sur le mur de sa chambre. Il l'écoutait avec une attention que les gens qui le connaissaient dans un contexte professionnel n'auraient pas reconnue. Une attention sans agenda, sans l'œil qui calcule l'utilité de l'information, sans l'impatience de passer à la chose suivante. Un jeudi, entre le plat principal et le café, il dit « Ma mère est morte il y a 6 mois. Je n'étais pas là les dernières semaines. » Il dit ça simplement, sans le préparer, sans regarder si Sophie avait le temps d'écouter. Elle s'arrêta, le plateau dans les mains, et le regarda. « Je sais, » dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle. « Marc vous a dit ?» Elle secoua légèrement la tête. « Non. Chloé m'a raconté ce qu'elle vous a demandé et la façon dont vous avez réagi. » Un silence. « Je suis désolé pour votre maman. » Richard regarda par la fenêtre, vers la rue pavée, où un livreur à vélo passait en sifflotant. « Elle s'appelait Amélie, » dit-il. « Elle était cuisinière. » Sophie posa le plateau sur la table voisine, vide à cette heure, et s'assit sur le bord de la chaise en face de lui, pas comme une employée qui s'accorde une liberté, mais comme quelqu'un qui comprend instinctivement que certains moments méritent qu'on s'arrête vraiment. « Racontez-moi, dit-elle. Il ne parla pas longtemps, 5 minutes peut-être, peut-être moins. Il parla de Montreuil, de l'appartement au 4e sans ascenseur, du tablier à fleurs bleues qu'Amélie portait pour cuisiner, et qu'il avait retrouvé plié dans un tiroir de sa chambre d'hôpital le jour où il avait récupéré ses affaires. Il parla de Lyon, de la réunion d'acquisition des 38 jours. Il ne chercha pas à s'expliquer, ni à se défendre. Il dit les faits avec cette économie de mots qu'il utilisait d'habitude pour les chiffres, et dans sa voix, il y avait quelque chose de nu que Sophie reconnut parce qu'elle connaissait cette sonorité-là. C'était la voix des gens qui portent quelque chose depuis trop longtemps et qui posent une petite partie du poids pour la première fois. Elle ne dit pas que c'était normal, ne dit pas qu'il avait fait ce qu'il pouvait, ne dit pas une de ces phrases de consolation généreuse mais vague qui ne touche de rien. Elle dit « Elle savait que vous l'aimiez, simplement », comme si c'était une certitude, pas une supposition. Richard la regarda. Il ne répondit pas. Mais ses épaules descendirent d'1/2 centimètre,
et dans la lumière dorée de la salle vide du Grand Café de la Croix, cela faisait une différence visible. Un vendredi matin, 3 semaines après ce déjeuner, Chloé Martin réapparut dans le Grand Café. C'était une journée de pont, l'école fermée, et Sophie n'avait pas trouvé de solution de garde pour la matinée. Chloé était installée à la même place que la première fois, dans le couloir du réfectoire du personnel, avec son cahier vert et sa boîte de crayons. Mais cette fois, à un moment où le service s'était calmé entre 11 heures et le coup de feu du déjeuner, Richard passa devant la porte entr'ouverte et s'arrêta. Il vit la petite fille, la tête penchée sur son cahier, la langue légèrement sortie, sous l'effort de tracer une aile de papillon avec exactement la bonne courbure. Il resta dans l'encadrement de la porte sans bouger pendant quelques secondes. Puis il frappa légèrement le bois de la porte du doigt. Chloé leva les yeux. Elle le reconnut immédiatement. Son expression ne changea pas beaucoup. Elle n'avait pas peur, ne souriait pas avec effusion. Elle l'évaluait simplement, avec ce regard direct qui était manifestement une caractéristique héréditaire dans la famille Martin. « Tu dessines quoi ?» demanda-t-il. Sa voix avait une tonalité différente de celle qu'il utilisait d'ordinaire, pas adoucie artificiellement, comme les adultes font parfois avec les enfants en croyant que parler plus doucement suffit à créer de la confiance, mais simplement direct, sans l'armature professionnelle, comme s'il lui posait une vraie question. Chloé baissa les yeux vers son cahier. Un Apollon. Il entra dans le réfectoire, s'approcha de la table et regarda le dessin. Une grande aile blanche, avec des ocelles rouges cerclées de noir, finement tracée au crayon gris, puis coloriée avec une précision qui surprenait pour une enfant de 8 ans. « Un papillon Apollon, Parnassius Apollo », dit-il. Chloé leva les yeux vers lui avec un intérêt nouveau. « Vous connaissez ?» Il s'assit sur le banc en face d'elle, sans demander la permission, naturellement, comme si c'était la chose évidente à faire. Ma mère avait un livre sur les papillons de France, avec des photos. Je le regardais quand j'étais petit. Chloé considéra cette information avec sérieux. L'Apollon vit en haute montagne, dit-elle. Il est rare, presque menacé. Il hocha la tête. C'est vrai. Elle le regarda encore une seconde, puis baissa les yeux vers son dessin et dit « L'aile droite est pas symétrique. Aidez-moi. » Ce n'était pas une question. C'était une instruction. Richard Delacroix, fondateur du groupe Delacroix, regarda la petite main qui lui tendait un crayon gris et le prit. Il passa les 20 minutes suivantes, assis sur un banc en bois du réfectoire d'un de ses hôtels, à corriger la courbure d'une aile de papillon Apollon avec un crayon à papier, sous la supervision stricte d'une enfant de 8 ans qui lui disait « Non, plus arrondi là-haut, et l'ocelle doit être plus petit » et qui, quand il demandait « comme ça », répondait mieux, avec la sobriété d'un professionnel satisfait sans être enthousiaste. À un moment, son téléphone vibra dans sa poche. Il ne le sortit pas. C'était la première fois depuis des années, peut-être la première fois qu'il s'en souvenait clairement, qu'il était assis avec un enfant sans regarder son téléphone une seule fois. Il ne le formula pas ainsi à ce moment-là. Il l'enregistra simplement, comme une sensation légère et étrange, celle d'être complètement là. Quand Sophie passa la tête dans l'encadrement de la porte du réfectoire, à l'heure du déjeuner pour vérifier que Chloé avait mangé, elle trouva sa fille et son patron côte à côte sur le banc, penchés sur un cahier de dessin, en train de discuter de la différence entre les ailes d'un Apollon et celles d'un flambé. Elle resta dans l'encadrement, sans qu'il la voie, pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans ce tableau qui lui fit monter quelque chose dans la gorge. Pas de la sentimentalité, pas encore, mais quelque chose de plus complexe, fait à la fois de méfiance persistante et d'une douceur qu'elle n'avait pas prévu de ressentir. Elle entra dans la pièce. Richard leva les yeux, et elle vit sur son visage quelque chose qu'elle ne lui avait pas encore vu, une expression légèrement embarrassée, pas d'embarras social, mais d'embarras sincère, comme quelqu'un pris dans un moment qu'il n'avait pas planifié et qui ne sait pas encore comment le nommer. Elle avait besoin d'aide avec la symétrie, dit-il, comme si cela expliquait tout. Chloé, sans lever les yeux du cahier, dit « Il dessine bien pour un monsieur en costume ». Sophie regarda sa fille, puis Richard, puis sa fille à nouveau, et elle rit,
Pas un rire poli, pas un rire de circonstance, un rire court et vrai qui lui sortit malgré elle et qu'elle réprima à moitié en portant la main à sa bouche. Richard, qui n'avait pas prévu de rire non plus, rit également, un son bref et un peu rouillé, comme quelque chose qui n'avait pas beaucoup servi récemment. Ce rire dura 3 secondes peut-être. Puis Sophie reprit son expression professionnelle et dit à Chloé qu'il fallait manger. Et Richard se leva du banc, rendit le crayon et dit à Chloé que l'Apollon était très bien. Chloé répondit « Je sais », sans le regarder, déjà occupée à passer au second papillon de la page. Richard sortit du réfectoire. Dans le couloir, il s'arrêta une seconde avant de remonter vers le hall de l'hôtel, et il perçut quelque chose en lui qui ressemblait à de la légèreté. Cette sensation rare et presque suspecte d'avoir passé un moment qui ne servait à rien d'autre qu'à lui-même. Les vendredis suivants devinrent une chose tacite. Quand Chloé était là, Richard passait 10 minutes, 20 minutes, rarement plus. Il parlait de papillons puis d'autres choses. Chloé lui demanda un jour pourquoi les hôtels avaient des numéros sur les portes et pas des noms. Et cette question le fit réfléchir plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Il lui expliqua. Elle contesta sa logique avec des arguments d'une solidité enfantine mais difficile à démonter, et ils conclurent qu'effectivement, donner des noms aux chambres n'était peut-être pas une mauvaise idée. Il n'en parla à personne d'autre. Mais 2 semaines plus tard, dans une réunion de direction, il proposa que le nouvel hôtel du Marais adopte un système de chambres nommé plutôt que numéroté. Personne ne sut d'où venait l'idée. Entre Richard et Sophie, les déjeuners continuaient à être le seul cadre de leurs échanges. Ce cadre particulier du service, avec ses interruptions naturelles, ses entrées et sorties, ces moments où une phrase restait en suspens, parce qu'une autre table appelait et était reprise 10 minutes plus tard avec une continuité naturelle qui aurait été impossible dans un contexte plus formel. Elle lui parla de l'insomnie, un soir de semaine où elle avait l'air fatiguée d'une façon qu'elle ne cherchait pas à masquer. Il y a des nuits où je refais les comptes dans ma tête, le loyer, les charges, la cantine de Chloé, le quart de sortie scolaire, le cours du mercredi soir. Je sais que ça finit par aller, mais à 2 heures du matin, les chiffres grossissent. Elle dit ça sans se plaindre, avec la neutralité factuelle de quelqu'un qui décrit la météo. Richard l'écouta sans l'interrompre. Il ne dit pas que ça allait s'arranger, ne proposa rien, ne fit aucun de ces gestes réflexes qui sont une façon de ne pas vraiment entendre. Il dit « Je connais cette heure-là, pas pour les mêmes raisons, mais je connais. » Elle le regarda. Pour vous, c'est quoi, à 2 heures du matin? Il réfléchit une seconde. Les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites. Un silence. C'est pire que les chiffres, dit-elle. Oui, dit-il. Il lui parla de Camille un jeudi où il avait annulé un déjeuner d'affaires et était arrivé au café avec 1 heure d'avance, s'asseyant à sa table habituelle avec un café qu'il ne but pas tout de suite, les yeux dans la rue. Sophie posa son café, vit son expression et s'assit en face de lui le temps d'une courte pause entre 2 tables. « Vous avez l'air ailleurs. » Il dit que Camille avait 11 ans, qu'il la voyait 2 week-ends par mois depuis le divorce, que la semaine d'avant, elle lui avait demandé s'il pouvait venir la voir jouer dans la pièce de théâtre de son école un mercredi après-midi et qu'il avait dit qu'il vérifierait son agenda. « Je n'ai pas vérifié, dit-il. J'ai oublié de vérifier. Je m'en suis souvenu hier soir. La pièce était le mercredi d'avant. » Sophie le regarda sans rien dire pendant un moment. « Est-ce qu'elle sait que vous avez oublié ?» Il hocha la tête lentement. « Elle m'a envoyé un message. T'as pas pu venir, c'est pas grave. » Avec un point. Pas de point d'exclamation. Sophie ferma les yeux une demi-seconde. Elle connaissait ce genre de message. Elle connaissait ce que signifiait l'absence de point d'exclamation chez un enfant qui avait décidé de ne plus attendre. « Appelez-la ce soir, » dit-elle. « Ne lui expliquez pas, et ne vous excusez pas par téléphone. Demandez-lui juste si elle a une autre pièce prévue, ou un concert, ou n'importe quoi, et allez-y. » Il la regarda. « C'est aussi simple que ça ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Non, mais c'est là que ça commence. » Il appela Camille ce soir-là, depuis sa voiture garée devant l'hôtel, avant de démarrer. La conversation dura 7 minutes. Sa fille avait une voix prudente au début.
cette prudence des enfants qui ont appris à ne pas trop espérer pour ne pas être déçus. Et Richard reconnut cette prudence parce qu'il l'avait lui-même développée enfant pour d'autres raisons et qu'il savait exactement le poids qu'elle représentait. Il ne s'expliqua pas. Il demanda si elle avait d'autres projets à l'école, si elle faisait toujours du dessin, si son chat, il s'appelait Moutarde, nom choisi par Camille à 6 ans, allait bien. À la 7e minute, la voix de Camille avait perdu un peu de sa prudence. Pas beaucoup, juste un peu, ce qui était suffisant pour commencer. Richard raccrocha et resta dans sa voiture encore quelques minutes. Il pensait à Chloé et à son cahier de papillons. Il pensait à Camille et à ses messages, avec des points à la place des points d'exclamation. Il pensait à Amélie et à son tablier plié dans le tiroir de la chambre d'hôpital. Il y avait un fil entre toutes ces choses, un fil qu'il n'aurait pas su nommer précisément, mais qu'il sentait, et ce fil avait à voir avec la présence, avec cette chose simple et irremplaçable qu'est le fait d'être là, vraiment là, sans l'écran du téléphone, ni le filtre des responsabilités, ni la distance confortable de quelqu'un qui dirige de loin pour ne pas avoir à ressentir de près. Il n'avait pas encore compris tout ce que cela impliquait. Mais il commençait à comprendre que c'était la question centrale, et que toutes les autres, le chiffre d'affaires, les acquisitions, la valeur du patrimoine, étaient des questions secondaires habillées en questions principales. Ce soir-là, en rentrant avenue Montaigne, il s'arrêta dans une boulangerie encore ouverte et acheta 2 croissants et une brioche. Il posa les sacs sur le comptoir de sa cuisine, fit du café dans la cafetière italienne qu'il n'avait pas utilisée depuis des semaines et mangea debout dans sa cuisine silencieuse en regardant par la fenêtre les lumières de Paris. Ce n'était pas grand-chose. C'était une cuisine froide et un repas solitaire. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce moment par rapport aux centaines de soirs similaires qui l'avaient précédé. Il y était présent. Pas en train de lire un rapport en mangeant, pas en train d'écouter un podcast de gestion sur son téléphone, pas en train de planifier la semaine suivante, tout en avalant quelque chose distraitement. Là, dans la cuisine, avec le café et les croissants et les lumières de la ville dehors, c'était tout. Et c'était, de façon surprenante, suffisant. Henri Morel avait 62 ans, une montre en platine, et l'habitude de formuler les mises en garde sous forme de questions rhétoriques, ce qui les rendait à la fois plus élégantes et plus difficiles à contester. Il était associé majoritaire du groupe de la Croix depuis 11 ans, depuis l'époque où Richard avait eu besoin d'un apport de capital pour ouvrir le 3e hôtel, et qu'Henri avait fourni les fonds avec la précision froide d'un homme qui reconnaît une bonne affaire et n'en fait pas un service rendu. Leur relation professionnelle fonctionnait bien précisément parce qu'elle était dépourvue d'ambiguïté sentimentale. Henri apportait le capital et les contacts, Richard apportait la vision et l'exécution, et aucun des deux n'avait jamais confondu cela avec de l'amitié. Il convoqua Richard un mardi matin dans les bureaux du groupe, au 5e étage du même immeuble que l'hôtel du 8e arrondissement. La salle de réunion avait une vue sur les toits de Paris et une table en verre dépolie sur laquelle Henri avait posé 2 tasses de café et aucun document. Signe qu'il voulait une conversation, pas une réunion. Richard s'assit en face de lui. Henri but une gorgée de café, posa la tasse avec soin et dit « Tu sais ce dont je veux parler ». Ce n'était pas une question. Richard dit « Probablement ». Henri hocha la tête. Le personnel parle. Les clients parlent. J'ai reçu 2 appels la semaine dernière, l'un d'un journaliste qui couvre le secteur hôtelier, l'autre d'un de nos partenaires investisseurs qui avait entendu quelque chose. Il fit une pause. Un fondateur de groupe hôtelier qui pleure dans son propre établissement devant les clients et le personnel, puis qui revient le lendemain s'excuser publiquement à une employée, puis qui déjeune 4 fois par semaine dans ce même établissement à la même table. Tu comprends ce que ça raconte vu de l'extérieur. Richard posa sa tasse. Qu'est-ce que ça raconte vu de l'extérieur? Henri le regarda avec cette expression de quelqu'un qui ne s'attendait pas à devoir tout dire. Ça raconte un risque travailliste, une relation ambiguë avec une employée, même si elle ne l'est pas, peut être perçue comme telle et utilisée comme telle. Risque d'image, un dirigeant instable émotionnellement,
C'est une vulnérabilité que les concurrents utilisent et que les partenaires fuient. Et risque juridique si jamais... Richard leva une main. Il n'y a pas de relation. Henri le regarda. Je ne t'ai pas demandé s'il y en avait une. Je t'ai dit ce qui se raconte. Un silence. Je déjeune dans un de mes établissements, dit Richard. Je connais le nom de quelqu'un qui y travaille. C'est tout ce qu'il y a. Henri le regarda encore un moment, puis dit « Alors peut-être que tu devrais déjeuner dans un autre établissement pendant quelques semaines. » Richard ne répondit pas immédiatement. Il regarda la vue sur les toits, les cheminées en zinc, le ciel de Paris ce matin-là d'un gris lumineux particulier. « Je réfléchirai à ce que tu m'as dit, » dit-il enfin. Henri hocha la tête, satisfait de cette formulation suffisamment ouverte pour laisser croire qu'elle valait accord. Il ne connaissait pas Richard aussi bien qu'il le pensait. Ce que Richard ne dit pas à Henri ce matin-là, c'est que 2 jours plus tôt, il avait demandé à son service des ressources humaines de lui préparer un rapport sur les profils des employés opérationnels du groupe. Ceux ayant plus de 2 ans d'ancienneté avec leurs évaluations annuelles, leurs formations en cours, leur situation contractuelle. Il n'avait donné aucune explication. La responsable RH, Isabelle Garnier, avait préparé le dossier avec la discrétion professionnelle qui caractérisait son travail, sans poser de questions. Richard avait lu ce dossier chez lui, le soir, à la table de la salle à manger qui commençait à servir à manger depuis qu'il avait pris l'habitude d'y poser autre chose que des rapports financiers. Il avait lu chaque profil, pas en auditeur, pas avec l'œil de quelqu'un qui cherche des inefficacités à corriger. Il l'avait lu comme quelqu'un qui prend conscience pour la première fois de la réalité concrète des gens dont les noms apparaissent dans ces lignes de charges salariales. Des gens qui prenaient le métro à 6 heures du matin, qui géraient des formations le soir après leur service, qui avaient des enfants et des loyers et des fins de mois calculés à l'euro près. Il y avait dans ce dossier 23 profils qui correspondaient aux critères qu'il avait en tête. Ancienneté de 2 ans ou plus, évaluation haute, formations en cours ou interrompues faute de moyens. 23 personnes qui travaillaient dans ces hôtels depuis des années et dont les trajectoires professionnelles étaient bloquées non pas par un manque de compétences, mais par un manque de structure d'appui. Il passa 2 soirées à travailler sur des chiffres différents de ses chiffres habituels, pas des chiffres d'acquisition ou de marge brute, mais des chiffres de coûts de formation, de delta salarial entre postes opérationnels et postes de supervision, de projection sur 5 ans de ce que représentait pour le groupe d'avoir des superviseurs formés en interne plutôt que recrutés à l'extérieur. Le résultat était économiquement sensé. Mais Richard savait, en travaillant sur ces chiffres, que la raison pour laquelle il les cherchait n'était pas économique. La nouvelle que la procédure de révision de garde concernant Camille avait été lancée lui parvint par son avocat un mercredi matin. Laure Delacroix, son ex-femme, avait déposé une demande de révision en invoquant le comportement public instable de Richard. L'épisode des pleurs au Grand Café était mentionné dans les documents, décrit comme une manifestation émotionnelle incontrôlée en présence de tiers dans un contexte professionnel. Richard lut ce passage 2 fois. Il y avait quelque chose d'absurde et de douloureux à la fois dans cette formulation, que la première fois en 28 ans qu'il avait laissé quelque chose de vrai se passer sur son visage soit retourné contre lui comme preuve d'incapacité. Son avocat lui dit que la procédure était défendable, que le dossier de Laure était mince, que les chances étaient en sa faveur. Richard dit qu'il comprenait et raccrocha. Il resta assis à son bureau un long moment, les yeux sur le mur, à ressentir quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer exactement. Pas de la colère, pas vraiment. Plutôt une lassitude profonde, face au coup perpétuel d'avoir vécu si longtemps fermé. Et maintenant, le coup de commencer à s'ouvrir. Ce fut une collègue de Sophie, Nadia, qui travaillait au bar du Grand Café depuis 3 ans, qui lui rapporta les informations sur la procédure de révision de garde et sur la conversation entre Henri Morel et Richard. Nadia n'avait pas de mauvaises intentions. Elle était inquiète pour Sophie, à sa façon, avec cette forme d'attention maladroite des gens qui transmettent de mauvaises nouvelles en croyant rendre service.
Sophie écouta sans interrompre. Elle était dans le vestiaire du personnel, en fin de service, en train de retirer son tablier. Quand Nadia eut fini de parler, Sophie plia son tablier soigneusement, le posa sur l'étagère et dit « Merci de m'avoir dit ». Sa voix était neutre comme une surface lisse. Elle prit son manteau et rentra chez elle. Dans son appartement de Belleville, au 3e étage d'un immeuble aux escaliers qui grinçaient, Sophie fit dîner Chloé. Des pâtes au beurre et du fromage râpé, le dîner des soirs où il n'y avait plus beaucoup d'énergie pour cuisiner. Lut 3 pages d'un livre sur les insectes avec elle avant de l'endormir, puis s'assit à la table de la cuisine avec une tisane froide qu'elle avait oublié de boire. Elle resta là 1 heure, peut-être plus. Elle pensait à ce que Nadia lui avait dit. Elle pensait à la procédure de révision de garde, une fillette de 11 ans dont le père risquait de perdre du temps de présence à cause d'un épisode qui avait eu lieu dans le café où elle, Sophie, travaillait. Elle pensait à la conversation avec Henri Morel, à l'expression « risque travailliste ». Elle pensait à elle-même dans tout ça, non pas comme quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal, mais comme quelqu'un dont la simple existence dans la vie de Richard Delacroix créait des complications que ni l'un ni l'autre n'avaient cherchées. Elle n'était pas en colère. Elle était lucide, ce qui était parfois plus difficile que la colère parce que la lucidité n'a pas d'élan, ne permet pas de claquer une porte ou de dire des choses qu'on regrette ensuite et qui soulagent quand même. La lucidité dit simplement ce qui est, froid et précis comme un bilan comptable. Le lendemain soir, Richard arriva au Grand Café pour ce qui était devenu son déjeuner tardif du jeudi à 14 heures passées quand la salle commençait à se vider. Il s'assit à la table 7. Il attendit. Sophie ne vint pas. C'est un jeune serveur prénommé Tom qui prit sa commande, avec un sourire appliqué et une légèreté forcée qui indiquait qu'il avait reçu une instruction. Richard commanda un café et ne toucha pas la carte. Quand Tom revint avec le café, Richard demanda doucement si Sophie était là. Tom dit qu'elle était en service, mais sur d'autres tables aujourd'hui. Richard but son café, laissa un pourboire correct et repartit. Il revint le vendredi. Même chose. Il revint le lundi suivant. Sophie servait les tables de l'autre côté de la salle avec la même efficacité qu'en toutes circonstances, croisant son regard une fois, brièvement, avec une expression qui n'était ni froide ni hostile, simplement close, comme une fenêtre qu'on a fermée proprement, sans violence, parce que le temps s'est rafraîchi. Il attendit le jeudi suivant. Il savait que Sophie finissait à 23 heures les jeudis où elle faisait le service du soir. Il arriva à 22h50 sur le trottoir devant l'entrée du personnel, dans une rue latérale derrière l'hôtel. Il faisait frais pour un soir d'août, une de ces soirées parisiennes où l'été se rappelle qu'il a des limites, avec un vent léger qui sentait la pluie récente et les pavés encore humides qui reflétaient les lumières des réverbères en cercles dorés et tremblants. Il attendit. À 23h07, Sophie poussa la porte de service et s'arrêta net en le voyant. Elle le regarda. Il était là, simplement là, sans bouquet de fleurs ni discours préparé, juste debout sur le trottoir mouillé dans son manteau sombre. Et quelque chose dans cette présence, sans artifice, lui fut plus difficile à ignorer que n'importe quelle démonstration aurait pu l'être. « Vous n'auriez pas dû venir, dit-elle. » Sa voix était posée. Il ne bougea pas. « Je sais ce que vous avez entendu, dit-il. Je ne viens pas vous expliquer ni vous convaincre de quoi que ce soit. Je viens parce que je préférais vous dire moi-même ce que j'ai à dire plutôt que de vous le faire dire par quelqu'un d'autre. » Elle croisa les bras, non pas en geste défensif, mais parce qu'il faisait frais et qu'elle n'avait pas encore mis son manteau. « Je ne veux pas être une complication dans votre vie, monsieur Delacroix. » Il y avait dans ce monsieur une distance réintroduite volontairement, et ils le savaient tous les deux. « Et moi, dit-il, et sa voix avait quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment utilisé dans une conversation avec quiconque depuis très longtemps, une vulnérabilité non calculée, non stratégique, simplement réelle. « Je ne veux pas une vie où vous n'êtes pas. » Le silence qui suivit fut occupé par le bruit lointain d'un taxi et le clapotis d'une gouttière quelque part au-dessus d'eux. Sophie le regarda pendant ce silence. Elle ne dit rien tout de suite.
Elle enfila son manteau, boutonna le premier bouton, puis s'arrêta. « Ce que vous venez de dire est très grand, dit-elle enfin doucement. « Ouais, dit-il. » Elle le regarda encore. « Je rentre voir Chloé. » Il hocha la tête. « Je sais. » Elle fit 2 pas, puis s'arrêta sans se retourner. « Le bistrot en Bastille. Il y a une table libre le samedi soir. » Elle repartit. Richard resta sur le trottoir mouillé encore 1 minute, les mains dans les poches, regardant la rue vide. Il ne sourit pas tout de suite. D'abord il respira, et puis, doucement, il sourit. Le bistrot s'appelait Le Seuil. C'était une salle de 22 couverts dans une rue pavée derrière la place de la Bastille, avec des murs en pierre apparente, des tables en bois épais couvertes de nappes en lin beige et des bougies dans des bouteilles de vin vides, que le patron, un homme d'une 60aine d'années prénommé Georges, changeait chaque soir avec la régularité d'un rituel. L'endroit sentait le beurre, noisette et le thym, et la carte était écrite à la main sur une ardoise accrochée au mur du fond. Ce n'était pas un restaurant gastronomique, ce n'était pas non plus un endroit ordinaire. C'était un endroit honnête, ce qui est plus rare et plus difficile à trouver que l'excellence ou la simplicité séparément. Richard arriva le premier, à 20 heures. Il avait hésité entre 3 vestes et choisi la plus sobre, sans raison précise, sinon que les 2 autres lui semblaient dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Il était assis à la table du fond, dos au mur, face à la salle, quand Sophie entra à 20h07. Elle portait une robe bleu marine simple, les cheveux lâchés. Il ne les avait jamais vus lâchés, toujours en chignon pour le service, et ce détail minuscule le frappa avec une force disproportionnée, comme si des cheveux simplement lâchés représentaient quelque chose d'important sur la confiance et la décision de venir. Elle s'assit en face de lui. Georges apporta 2 verres d'eau sans qu'on les ait demandés, posa la carte, dit bonsoir avec la discrétion d'un homme qui a vu beaucoup de premiers dîners et sait qu'ils n'ont besoin de rien d'autre que d'être laissés tranquilles. Les premières minutes furent ce qu'elles devaient être, légèrement suspendues, avec cette conscience particulière qu'on a de ses propres mains et de sa propre voix quand on est dans un contexte nouveau, avec quelqu'un qu'on connaît dans un seul contexte depuis plusieurs semaines. Richard dit que l'endroit était bien. Sophie dit qu'elle passait devant depuis des années sans jamais y être entrée. Il dit qu'il n'avait pas eu à chercher longtemps. Un de ses cuisiniers du Grand Café le lui avait recommandé il y avait des mois. Elle sourit légèrement. « Vous parlez à vos cuisiniers ?» Il la regarda. Je commença. Elle hocha la tête avec une expression qui signifiait qu'elle enregistrait cela sérieusement, pas comme une politesse. Georges revint prendre la commande. Sophie prit une soupe de poisson et un dos de cabillaud. Richard prit la même chose, simplement parce que ça sentait bon et qu'il n'avait pas envie de passer du temps sur la carte. La soupe arriva dans des bols larges, avec des croûtons frottés à l'ail posés dans une petite assiette à part et une rouille maison d'un orange profond qui sentait le safran et le piment doux. Richard posa un crouton dans la soupe, le regarda s'imbiber lentement et quelque chose dans ce geste simple, attendre que le pain prenne le bouillon, le ramena à une cuisine de Montreuil et à Amélie, qui lui disait qu'un bon crouton dans une bonne soupe, c'est toute la philosophie de la cuisine française. Il ne dit rien. Mais Sophie, qui le regardait sans en avoir l'air, vit quelque chose passer sur son visage. Pas de la tristesse exactement, quelque chose de plus doux que ça, quelque chose qui ressemble à la tristesse quand elle a commencé à cicatriser. « Vous pensez à votre mère ?» dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Il leva les yeux vers elle. « La soupe, dit-il. » Elle hocha la tête. « Ma grand-mère faisait une soupe de poisson. Je l'aidais à éplucher les crevettes le dimanche matin. J'avais les mains qui sentèrent la mer jusqu'au lundi. » Il sourit. Pas le sourire rouillé du réfectoire, un sourire entier, qui prenait tout le bas de son visage et atteignait ses yeux. Sophie le regarda sourire et pensa que c'était une chose qu'elle n'avait pas encore vue, et que c'était une bonne chose à voir. Ils parlèrent pendant 2 heures et demie. Pas de manière continue et organisée comme une réunion, par fragments, par détours, par ces chemins de traverse que prennent les conversations quand 2 personnes s'autorisent à ne pas aller droit au but parce que le chemin lui-même vaut quelque chose. Il lui parla de la façon dont il avait créé le premier hôtel, pas le récit de succès qu'il donnait dans les interviews, mais l'autre version,
celle avec les 6 mois où il mangeait des sandwichs à midi pour ne pas toucher à la trésorerie, la nuit où la chaudière du premier établissement avait lâché en janvier et qu'il avait passé 5 heures dans une cave avec un plombier en attendant les pièces. Elle lui parla de son arrivée à Paris à 22 ans depuis Rouen avec une valise et une adresse d'une amie d'amis dans le 20e arrondissement, de ses premiers mois à courir les candidatures, de la façon dont elle avait appris à lire une carte de restaurant comme un document technique. Chaque plat a une logique, une marge, une difficulté d'exécution, et les comprendre, c'est comprendre l'endroit. Il l'écouta parler de ça avec une attention qu'elle remarqua, cette qualité d'écoute qui ne prépare pas la réponse suivante, pendant que l'autre parle mais qui reçoit vraiment ce qui est dit. C'était rare, elle le savait. À un moment, entre le plat principal et ce que Georges appela la chose sucrée du soir, une tarte aux poires sur fond de crème d'amande qui sentait la vanille et le beurre fondu, Richard dit « Je veux vous parler de quelque chose. Pas ce soir, pas maintenant, mais bientôt. Il y a un projet que j'ai commencé à construire dans le groupe et je voudrais votre avis là-dessus. D'abord en tant que personne concernée, avant que ça devienne officiel. » Sophie le regarda. « Concerné comment ?» Il secoua légèrement la tête. « Pas ce soir. Ce soir, c'est juste le dîner. » Elle le regarda encore une seconde, puis elle dit « D'accord. » Et ils mangèrent la tarte aux poires sans en reparler, avec le café que Georges apporta sans qu'on le demande, et une douceur dans le silence entre eux qui n'avait plus rien de suspendu ni de précaire. C'était simplement confortable, cette chose rare et précieuse qu'est le silence confortable avec quelqu'un qu'on connaît depuis peu. Dehors, dans la rue pavée, l'air sentait la nuit de Paris en fin d'été, ce mélange de pierres tièdes et de vent qui commence à porter quelque chose d'automnal dans ses bords. Ils marchèrent jusqu'au coin de la rue. Un taxi passa, ralentit. Sophie leva la main. Avant qu'elle monte, Richard dit son prénom pour la première fois. Pas Madame Martin, pas le titre de service, juste Sophie. Et elle se retourna. « Merci d'être venue, dit-il. » Elle le regarda avec cette expression qu'il commençait à reconnaître, celle où elle évaluait quelque chose, silencieusement, avant de répondre. « Merci de m'avoir attendu sur le trottoir mouillé, » dit-elle, et elle monta dans le taxi. Richard regarda le taxi tourner au coin de la rue et restait là encore une minute dans la rue vide, les mains dans les poches, avec quelque chose dans la poitrine qui n'avait pas de nom professionnel, mais qui était réel et chaud et précis, comme la flamme d'une bougie dans une bouteille de vin vide. Dans les semaines qui suivirent, Richard fit 2 choses qui modifièrent structurellement sa vie sans qu'elles aient l'air, de l'extérieur, de grands gestes. La première, il appela son avocat et lui demanda de prendre contact avec l'avocate de Laure, non pas pour contester la procédure de révision de garde, mais pour proposer une médiation et une révision de l'accord parental dans un sens favorable à Camille. Plus de présence du père, pas moins. Plus de mercredi soir, plus de week-end prolongés. Une présence aux événements scolaires inscrite dans l'accord révisé comme obligation et non comme option. Son avocat lui dit que c'était une position inhabituellement généreuse qui risquait d'être lue comme un aveu de faiblesse. Richard dit qu'il s'en moquait. La seconde chose, il convoqua Isabelle Garnier aux ressources humaines et lui présenta le projet qu'il avait construit pendant ses soirées à la table de la salle à manger. Un programme formel de développement interne pour les employés opérationnels du groupe ayant plus de 2 ans d'ancienneté et des évaluations hautes. Bourse d'études intégrales pour les formations en cours, extension du plan de santé aux enfants à charge et une trajectoire structurée vers des postes de supervision avec accompagnement managérial. Pour financer le programme sans impacter les résultats d'exploitation, il réduisait sa propre participation au bénéfice sociétaire de 8%. Isabelle l'écouta jusqu'au bout, sans écrire une seule note, puis dit « C'est vous qui avez construit ça ?» Il dit oui. Elle dit « Combien de personnes sont éligibles au lancement ?» Il dit 23. Elle dit qu'elle aurait les contrats prêts dans 10 jours. Il présenta le programme à Henri Morel lors d'une réunion du conseil d'administration 3 semaines plus tard. Henri écouta la présentation avec l'expression neutre d'un homme qui calcule pendant qu'on lui parle. À la fin, il dit
La réduction de ta participation va impacter tes revenus personnels de façon significative. Richard dit qu'il savait. Henri dit « c'est ta décision ». Richard dit que oui, c'était sa décision. Henri regarda les documents encore un moment, puis dit quelque chose qu'il ne disait pratiquement jamais. C'est bien pensé. Ce n'était pas de l'enthousiasme, c'était une reconnaissance, et venant d'Henri Morel, c'était suffisant. Sophie fut convoquée par Isabelle Garnier un lundi matin, avant le service. Elle entra dans le bureau des ressources humaines avec cette posture droite qui était la sienne en toutes circonstances, s'assit en face d'Isabelle et écouta. Isabelle lui expliqua le programme, les critères d'éligibilité, ce que cela signifiait concrètement. La bourse, le plan de santé pour Chloé, la trajectoire vers un poste de superviseur d'équipe de salle dans un délai de 6 à 18 mois selon ses résultats. Elle lui dit que sa sélection était basée sur ses 4 années d'évaluation maximale et son cursus universitaire en cours, et que la décision avait été validée par le conseil d'administration. Sophie l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre. Quand Isabelle eut fini, Sophie dit « Est-ce que M. Delacroix a participé à la sélection des bénéficiaires ?» Isabelle la regarda. Les critères ont été définis par la direction générale. Les profils ont été évalués par les ressources humaines selon ces critères. Sophie hocha la tête lentement. Il y a combien de personnes dans ce programme? Isabelle dit 23. Sophie resta silencieuse une seconde, puis dit « D'accord. Pas d'effusion, pas de larmes, pas de discours de gratitude. D'accord. » 2 syllabes qui signifiaient qu'elle avait compris, qu'elle avait mesuré et qu'elle acceptait parce que ça était juste, pas parce que ça était donné. Ce soir-là, elle appela Richard, pas depuis le café, pas dans un contexte de service, elle l'appela depuis chez elle, assise à la table de la cuisine de Belleville pendant que Chloé dormait. « Je sais ce que vous avez fait », dit-elle quand il décrocha. Il ne répondit pas immédiatement. « 23 personnes », dit-elle. Vous avez réduit votre participation de 8% pour 23 personnes. Silence. Pour les bonnes raisons, dit-il enfin, pas seulement pour moi. Elle resta silencieuse un moment. Non, dit-elle, pas seulement pour vous, mais aussi. Il ne nia pas. Aussi, dit-il simplement. Elle entendit dans ce mot l'honnêteté qui valait plus que n'importe quelle explication construite. Et quelque chose dans sa poitrine qui s'était maintenu serré depuis des semaines se desserra imperceptiblement. « Bonne nuit, Richard », dit-elle. Son prénom, pour la première fois, sans le monsieur, sans la distance professionnelle. Il y eut une demi-seconde avant qu'il réponde. Une demi-seconde où elle entendit ce que ce prénom prononcé ainsi lui faisait. « Bonne nuit, Sophie ». Les mois qui suivirent construisirent quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient planifié et que tous les deux reconnaissaient avec cette prudence particulière des gens qui ont déjà perdu des choses importantes et qui savent que la prudence n'empêche pas la perte, mais lui donne au moins la dignité d'avoir été consciente. Ils se virent d'abord 1 fois par semaine, puis 2, dans des endroits simples. Une brasserie du 11e arrondissement où les tables étaient trop proches les unes des autres et la conversation des voisins se mêlait à la vôtre. Un marché couvert du 12e un samedi matin où Sophie achetait les légumes de la semaine et où Richard l'accompagna 1 fois, puis 2, apprenant graduellement à choisir une courgette et à reconnaître un poireau frais d'un poireau de la veille, sous la supervision de Sophie, qui commentait ses choix avec la même sobriété professionnelle que Chloé commentait ses dessins de papillons. Il remarqua que cette famille avait une façon d'enseigner les choses sans jamais faire sentir à l'autre qu'il ne savait pas. Camille vint pour la première fois un mercredi après-midi de novembre. Richard l'avait récupérée à la sortie de son collège dans le 16e arrondissement, et ils avaient marché jusqu'à un chocolatier de la rue de Rivoli, où Camille choisit un assortiment avec la minutie de quelqu'un qui prend les décisions au sérieux. Elle avait 11 ans, des cheveux châtains coupés courts, des lunettes à monture fine et cette façon de regarder les adultes de biais, légèrement de dessous, qui était la façon de regarder des enfants qui ont appris à doser leur confiance. Dans le taxi du retour, elle demanda à son père s'il travaillait encore autant. Il dit moins qu'avant. Elle dit combien de moins, parce que les gens disent souvent moins, et ça veut dire encore beaucoup.
Il dit qu'il ne travaillait plus le week-end depuis 2 mois, qu'il avait raté un seul événement scolaire depuis la rentrée et que c'était un par accident, pas par choix. Elle le regarda de biais. Et le mercredi de la pièce de théâtre, il dit « C'était par négligence. Ce n'est pas pareil que par choix, mais ce n'est pas une excuse non plus. » Elle hocha la tête avec une expression qui signifiait qu'elle enregistrait la distinction et qu'elle verrait bien. C'était honnête. C'était exactement ce dont ils avaient besoin tous les deux. Pas de réconciliation instantanée et émotionnellement saturée, mais cette chose lente et vérifiable qu'est la confiance, reconstruite par la consistance. Le samedi où Chloé rencontra Camille pour la première fois, c'était début décembre, au jardin du Luxembourg. Sophie et Richard s'étaient donné rendez-vous à l'entrée du côté de la rue Guinemer à 14 heures, chacun avec sa fille. L'air sentait le froid propre et les feuilles mortes humides. Et le jardin avait cette beauté particulière de l'hiver parisien où les arbres dépouillés laissent voir l'architecture des allées et les statues blanches se détachent sur le ciel gris avec une netteté de gravure. Chloé et Camille se regardèrent d'abord avec la prudence caractéristique des enfants qui ne savent pas encore ce qu'on attend d'elles dans cette situation. Chloé avait son cahier vert sous le bras. Camille avait les mains dans les poches de son manteau rouge. Elles marchèrent quelques minutes en silence, les deux adultes derrière elle à distance raisonnable. Puis Camille demanda ce que Chloé dessinait dans son cahier. Chloé dit des papillons. Camille dit qu'elle avait un livre sur les insectes chez sa mère. Chloé dit que les papillons ne sont pas des insectes au sens courant du terme, mais qu'en réalité si, ce sont des insectes, des lépidoptères, et que le mot « insecte » ne doit pas faire peur. Camille la regarda avec un intérêt nouveau. « T'as quel âge ?» dit-elle. « 8 ans, dit Chloé. « T'as l'air d'en avoir 12 quand tu parles, dit Camille. Chloé considéra cela une seconde. « C'est bien ou c'est pas bien ?» Camille réfléchit. « C'est bien. » Chloé hocha la tête. « D'accord. » Derrière elle, Richard et Sophie marchaient côte à côte dans l'allée principale du jardin. Les feuilles mortes craquaient sous leurs pas. Les fontaines étaient éteintes pour l'hiver. Des enfants couraient vers le carrousel et leurs voix arrivaient de loin, claires dans l'air froid. Richard regardait Camille et Chloé qui marchaient devant, leurs deux nuques rapprochées sur le fond des arbres gris, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas de mots précis pour nommer, quelque chose fait de présent pur, sans la couche d'anticipation ou de calcul qui recouvrait d'ordinaire chacun de ces moments. Il était là, juste là, dans ce jardin en décembre, avec Sophie à côté de lui et les deux filles devant, et rien d'urgent nulle part. Sa main trouva celle de Sophie, sans décision consciente, simplement, comme quelque chose qui allait là. Sophie ne bougea pas. Elle laissa sa main dans la sienne et regarda droit devant elle, vers les filles, vers les allées du jardin, vers ce samedi d'hiver ordinaire et irremplaçable. Ils restèrent 2 heures dans le jardin. Chloé montra à Camille un dessin d'Apollon qu'elle avait presque terminé et lui expliqua la technique des ocelles. Camille écouta avec une attention sérieuse et demanda si elle pouvait colorier un morceau. Chloé hésita 2 secondes. Son cahier était son territoire souverain, puis dit oui et lui tendit le crayon orange en lui précisant que l'ocelle devait rester à l'intérieur du cercle. Camille coloria avec application. Chloé observa, dit « C'est bien » avec la parcimonie d'un maître satisfait, et Camille sourit. À un moment, les deux filles s'assirent sur un banc en bois pour finir le dessin, penchées toutes les deux sur le cahier ouvert, et Richard s'arrêta à quelques mètres pour les regarder. Sophie s'arrêta à côté de lui. Ils restèrent là sans parler pendant 1 minute entière, à regarder leurs deux filles partager un crayon sur un banc du jardin du Luxembourg en décembre. Et dans ce silence entre eux, il y avait quelque chose de complet, quelque chose qui n'attendait rien de plus que ce qu'il était. Dans les mois qui suivirent, les choses se construisirent avec cette lenteur digne des choses solides. Sophie devint superviseur d'équipe de salle au Grand Café en mars, avec un salaire de 4 050 € et des responsabilités qui correspondaient exactement à ce que son cursus universitaire l'avait préparée à assumer. Elle continua ses cours du mercredi soir à l'université Paris-Est, mais avec la bourse et le plan de santé étendu à Chloé,
L'insomnie des 2 heures du matin avait perdu une partie de son carburant. Pas entièrement, les fins de mois restaient calculées. Paris restait une ville chère, les imprévus existaient encore. Mais il y avait une différence entre les chiffres qui grossissent dans l'obscurité parce qu'il n'y a aucune marge et les chiffres qui restent à leur taille réelle parce qu'on a juste assez de sol sous les pieds. Sophie connaissait cette différence dans son corps, dans la qualité de son sommeil, dans la façon dont elle riait un peu plus facilement depuis quelques mois. Richard alla voir Camille jouer dans la pièce de fin d'année de son collège en juin. Il était dans la 3e rangée, à gauche, avec un programme froissé dans les mains parce qu'il l'avait plié et déplié plusieurs fois pendant l'attente. Camille jouait un rôle secondaire, une messagère qui n'avait que 2 répliques, mais elle les dit avec une précision et une présence qui lui firent monter quelque chose dans la gorge. Après le spectacle, dans le couloir du collège qui sentait la colle et le papier crépon, Camille vint vers lui avec son costume de scène encore sur le dos, et il la prit dans ses bras. Elle ne résista pas. Elle s'appuya contre lui pendant quelques secondes, avec la naturelle de quelqu'un qui retrouve une place qu'elle avait mise en attente. Pas perdue, juste mise en attente. « T'étais là », dit-elle contre son épaule. « Oui », dit-il, « je serai là. » Pas une promesse spectaculaire. Une déclaration d'intention simple, vérifiable, adossée à 2 mois de consistance. Camille recula, le regarda de biais avec ses lunettes à monture fine. Sophie était là aussi. Il dit qu'elle était là avec Chloé, vers le fond à droite. Camille hocha la tête. « Chloé dessine bien, dit-elle comme si c'était une information pertinente pour la situation. « Oui, dit-il, elle est sévère mais elle est juste. » Camille rit. C'était la première fois qu'il entendait ce rire depuis très longtemps, un rire franc, court, absolument réel. Il le garda quelque part en lui, comme on garde une chose précieuse dans une poche. Ce fut un dimanche matin de juillet que Richard Delacroix comprit, avec la clarté tranquille des choses qui deviennent vraies progressivement, et qu'on reconnaît soudainement comme ayant toujours été là, ce que les 30 dernières années avaient manqué. Ils étaient dans la cuisine de l'appartement de Belleville. Sophie faisait une omelette aux herbes. Chloé était assise en tailleur sur le plan de travail. Position théoriquement interdite mais tolérée le dimanche, et regardait les œufs avec l'attention scientifique qu'elle accordait à tout ce qui impliquait une transformation visible. Richard avait été envoyé chercher le pain à la boulangerie du bas de la rue et revenait avec une baguette et 2 croissants dans un sac en papier qui avait déjà une petite tache de beurre sur le fond. La cuisine était petite, les plafonds bas, la fenêtre donnait sur une cour intérieure où un lilas tardif avait encore quelques grappes mauves. L'odeur du café mêlée aux herbes fraîches et au beurre chaud remplissait l'espace entier. Il posa le sac sur la table, et Chloé dit sans lever les yeux de l'omelette « Il y a des croissants ?» Il dit « Oui ». Elle dit « Bien », avec la satisfaction concise qui lui était propre. Sophie retourna l'omelette d'un geste précis, ajouta une pincée de sel et dit sans se retourner « Mets les assiettes ». Il ouvrit le placard. Il savait maintenant où étaient les assiettes, les verres, la boîte de tisane de Chloé, la cafetière italienne qui était la même marque que la sienne avenue Montaigne et qui produisait un café légèrement moins fort à cause de la qualité de l'eau de Belleville. Détail que Chloé lui avait expliqué avec une sérieux scientifique un dimanche précédent. Il posa les 3 assiettes sur la table étroite, plia les serviettes en papier, sortit les croissants du sac. Chloé sauta du plan de travail, s'assit, rompit son croissant en 2, en donna la moitié à Richard sans qu'il l'ait demandé. Geste automatique, naturel, le geste de quelqu'un qui a décidé que cet adulte faisait partie de son espace et que partager avec lui allait de soi. Richard prit la moitié du croissant. Sophie posa l'omelette au centre de la table, s'assit, et ils mangèrent tous les 3 dans la petite cuisine de Belleville, avec le bruit de la cour en dessous et le lilas à la fenêtre, et le café trop chaud qu'on soufflait avant de boire. Et là, dans cette cuisine trop petite d'un appartement au 3e étage, sans ascenseur, avec une omelette aux herbes et des croissants achetés en bas de la rue, Richard Delacroix comprit que c'était ça. Pas les 32 millions d'euros, pas les 8 hôtels-boutiques, pas les lustres en verre soufflé, ni les tapis persans, ni les vues panoramiques sur les toits de Paris. C'était ça,
Être à une table, où quelqu'un te donne la moitié de son croissant sans réfléchir, où le café est un peu trop fort, ou un peu trop faible et personne ne s'en plaint, où une petite fille explique la différence entre un Apollon et un flambé avec le sérieux d'une scientifique, et où la femme en face de toi retourne une omelette avec la même grâce tranquille qu'elle met à tenir 11 tables seule le midi. Il pensa à Amélie, à son tablier à fleurs bleues, à ses mains dans la farine le samedi matin, à ce qu'elle avait cherché toute sa vie à lui transmettre à travers les tartines beurrées et les soupes du dimanche, et les 19 ans passés à travailler pour qu'il puisse étudier. Elle n'avait pas travaillé 19 ans pour qu'il accumule 32 millions d'euros. Elle avait travaillé 19 ans pour qu'il soit libre. Libre d'être là, vraiment là, à une table avec des gens qui comptent, sans regarder son téléphone, sans planifier la réunion suivante, sans se protéger derrière la distance confortable de quelqu'un qui dirige de loin pour ne pas avoir à ressentir de près. Une enfant de 8 ans lui avait posé 3 mots sur un trottoir de Bastille par une nuit de pluie. Et ces 3 mots avaient défait 28 années de verrouillage, parce qu'ils avaient touché la seule chose que le verrouillage n'avait jamais réussi à recouvrir entièrement. La culpabilité d'un fils qui avait manqué les 38 derniers jours de sa mère pour une acquisition à Lyon. Et derrière cette culpabilité, quelque chose de plus vaste et de plus vieux, la compréhension que la vraie perte n'était pas la mort d'Amélie, mais toutes les fois où il avait été là, sans être là. Toutes les réunions pendant les dimanches, tous les téléphones sortis pendant les dîners, tous les moments présents sacrifiés à des absences futures qui, au bout du compte, ne valaient rien du tout. Chloé dit « il reste un croissant ». Sophie dit qu'il était pour elle. Chloé dit que non, elle le voulait. Sophie dit qu'elle avait déjà eu la moitié du sien. Chloé réfléchit une seconde et dit « on le coupe en 3 ». Sophie et Richard se regardèrent par-dessus la table, et dans ce regard, il y avait quelque chose de simple et de lumineux, comme une fenêtre ouverte sur une cour où fleurit un lilas en juillet. Et là, dans cette cuisine de Belleville, avec le café refroidi et les miettes du croissant sur la toile cirée à carreaux bleus et blancs, Richard Delacroix, qui avait bâti 32 millions d'euros sans pleurer une seule fois, qui avait enterré sa mère à la hâte pour retourner en réunion, qui avait cru pendant des années que la discipline émotionnelle était une forme de force, comprit que la seule chose qu'Amélie avait toujours voulu qu'il possède était exactement ce qu'une petite fille de 8 ans lui avait rendu avec 3 mots simples prononcés sans colère, sans calcul, avec les yeux noirs de sa mère et la voix ferme de quelqu'un qui sait, au fond, que certaines questions méritent d'être posées à voix haute, même quand les adultes ont oublié de se les poser. Ce n'était pas la richesse, ce n'était pas la réussite, ce n'était pas la sécurité, ni le prestige, ni aucune des choses qu'il avait passé 20 ans à accumuler avec une rigueur absolue. C'était la présence, c'était être là. C'était exactement ça, et rien d'autre, et c'était tout.